L'encre sur les papiers de règlement n'était même pas sèche quand Blake Mercer commanda la bouteille la plus chère de Dom Perrin, le bar du centre-ville avait en stock. Il pensait que la guerre était finie. Il pensait qu'il avait écrasé la femme qu'il avait soutenue pendant 10 ans, la laissant avec rien d'autre qu'une berline rouillée et un cœur brisé. Il rit, vérifia sa montre et envoya un SMS à sa maîtresse qu'il était finalement un homme libre. Mais Blake oublia la règle d'or de la guerre. Ne jamais célébrer jusqu'à ce que l'ennemi soit enterré. Il ne savait pas que la femme tremblante assise en face de lui dans la salle d'audience ne pleurait pas parce qu'elle était faible, et si elle pleurait parce qu'elle savait qui allait passer par ces doubles portes ensuite. Et quand son père entra dans la pièce, la victoire de Blake ne s'évapora pas juste. Elle se transforma en une sentence à perpétuité. Blake Mercer vérifia son reflet dans le verre immaculé des ascenseurs au cœur palpitant du quartier financier de la ville. Son costume bleu marine sur mesure confectionné par un homme qui ne faisait pas de publicité au public lui allait comme une seconde peau. Il ajusta sa cravate en soie, un rouge cramoisi qu'il appelait en plaisantant sa couleur de pouvoir, bien qu'aujourd'hui, elle ressemble plus à un drapeau de victoire. Il était 11h45 un mardi. La plupart des hommes étaient enterrés dans des feuilles de calcul ou répondaient à des emails urgents. Blake se dirigeait vers Luciel, le salon sur le toit surplombant la jungle urbaine tentaculaire pour rencontrer Derek Soloway. Derek n'était pas juste son avocat. Il était l'architecte de ce que Blake considérait comme son chef-d'œuvre, le démantèlement absolu, total et systématique de sa femme, Eleliana. L'ascenseur tinta. Blake sortit, le soleil de midi le frappant. Derek était déjà là, sirotant un Scotch Gnat. « Au conquérant », dit Derek, levant son verre alors que Blake s'approchait. Un sourire narquois jouait sur les lèvres minces de l'avocat. Blake rit, se laissant tomber dans le fauteuil en cuir en face de lui. « C'est fait? Le juge est-il bouclé? » La juge Harriet Moore est une maniaque de la procédure. Mais les documents sont à l'épreuve des balles, Derek l'assura, faisant glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Nous avons caché les comptes offshore dans la Shell Company au Caïman. La maison est techniquement détenue par la fiducie que vous contrôlez, mais ne possédez pas sur papier. Et Eleliana, son avocate, cette gentille vieille dame, Margaret Apprentice, elle a à peine déposé une contre-requête. C'était pathétique, Blake. Vraiment, c'était comme prendre des bonbons à un bébé. Blake fit des signes au serveur. Bouteille du millésime août, 2 verres. Il se tourna vers Derek, ses yeux froids. Eleliana était toujours douce. C'est pourquoi je l'ai épousée, et c'est pourquoi je la quitte. Elle est heureuse avec la médiocrité. Elle pense que collectionner des coupons est de la planification financière. J'avais besoin de quelqu'un avec de l'appétit. Il sortit son téléphone. Un message de Jessica apparut à l'écran. « L'as-tu déjà écrasé? » « J'ai le dîner de célébration réservé à 8, Blake répondit. « Considère-la écrasée. À ce soir. » « Tu sais, dit Blake, se penchant en arrière alors que le serveur versait le liquide doré bouillonnant. Je me sens presque mal. Presque. Elle avait l'air si pâle lors de la déposition la semaine dernière. Elle n'arrêtait pas de regarder la porte, comme si quelqu'un allait venir la sauver. Ses parents sont des bons à rien du Midwest, non? Des agriculteurs de maïs ou quelque chose. Derek haussa les épaules, prenant une gorgée. Selon la vérification des antécédents que nous avons effectués quand vous vous êtes mariés, le père est retraité. La mère est décédée il y a 5 ans. Pas d'actifs, pas de connexion. Le père, Arthur, n'a pas été vu depuis des années. Probablement dans une maison de retraite. Et Liliana est seule, Blake. Totalement isolée. Bien, dit Blake, prenant une longue gorgée. Le champagne avait le goût du succès. Je la veux hors de la maison d'ici vendredi. Je veux Jessica emménageant d'ici samedi. Assurez-vous que l'avis d'expulsion est signifié la seconde où le marteau frappe. Vous êtes un froid fils d'un Mercer. Derek gloussa, secouant la tête. Je suis un gagnant, Derek. Blake le corrigea. Il y a une différence. Ils passèrent en l'heure suivante à rire des détails.
Comment ils avaient sous-évalué la collection d'or. Comment Blake avait canalisé les économies conjointes dans une entreprise d'investissement ratée qui était en fait assise dans un compte sécurisé à Zurich. Ils disséquèrent la naïveté de l'Eliana, se moquant de son silence, ses vêtements ternes et son refus de se battre salement. Mais alors que Blake vida son troisième verre, une étrange sensation picota à l'arrière de son cou. C'était la sensation d'être observé. Il se retourna, balayant du regard le salon bondé. Homme d'affaires, touriste, serveur. Personne ne le regardait. Paranoïaque, demanda Derek. Non. Blake redressa sa veste, juste impatient. Allons au tribunal. Je veux voir l'expression sur son visage quand la juge Moore lira le décret final. Ils payèrent de la note exorbitante et partirent en se pavanant comme des rois du monde. Ils ne remarquèrent pas la berline grise garée de l'autre côté de la rue, ou l'homme au siège du conducteur prenant une photo d'eux riant. La salle d'audience sentait le polish au citron et le vieux bois, une odeur qui intimidait habituellement les gens. Pour Blake, elle sentait l'opportunité. Il s'assit à la table de la défense, vérifiant ses cuticules, l'air ennuyé. De l'autre côté de l'allée était assise Eleliana. Elle semblait plus petite qu'il ne se souvenait. Elle portait un simple cardigan gris et un pantalon noir du commerce, bon marché. Ses cheveux, habituellement tirés en un chignon sévère, étaient haches aujourd'hui, encadrant un visage pâle et tiré. Elle ne le regardait pas. Elle fixait ses mains, qui étaient jointes fermement sur la table. À côté d'elle se trouvait Margaret Apprentice. L'avocate ressemblait à une grand-mère qui s'était égarée dans une procédure juridique par erreur. Elle brassait des papiers, ses lunettes glissant sur son nez. Tous debout, le huissier beugla. La juge Harriet Moore entra, ses robes noires flottant. C'était une femme sans fioriture avec une réputation d'efficacité. Elle s'assit, ajusta son microphone et regarda par-dessus ses lunettes les deux parties. Nous sommes ici pour la dissolution finale du mariage entre Blake Mercer et Eleliana Mercer. Juge Moore, dit sa voix résonnant légèrement. Je crois comprendre qu'il y a un accord de règlement sur la table proposé par le conseil de M. Mercer. Derek se leva, boutonnant sa veste. Oui, Votre Honneur, un règlement très généreux compte tenu des circonstances. M. Mercer offre une pension alimentaire pour 6 mois et il permet gracieusement à l'abbé Mercer de garder son véhicule personnel. En échange, M. Mercer conserve le domicile conjugal et tous les actifs commerciaux qui, comme nous l'avons démontré, ont été acquis avant le mariage ou par effort unique. C'était un mensonge, bien sûr. L'entreprise avait été construite sur un prêt qu'Eleliana avait contracté en son nom il y a 10 ans, un prêt qu'elle avait remboursé en travaillant 2 emplois pendant que Blake jouait au PDG. Mais la piste papier avait été si bien falsifiée que la vérité était enfouie sous des montagnes de jargon juridique. Madame Mercer, la juge regarda Eleliana. Votre conseil a-t-il des objections? Margaret Apprentice se leva lentement. Sa main trembla légèrement. Votre Honneur, nous avons des réserves concernant la divulgation des actifs. Derek ricana audiblement. Votre Honneur, c'est une tactique dilatoire. Nous avons fourni des milliers de pages de découvertes financières. Si le conseil de Madame Mercer ne les a pas lus, ce n'est pas le problème de mon client. Blake sourit d'un air suffisant. Il regarda Eleliana. Abandonne, il articula. Eleliana leva les yeux. Pour la première fois ce jour-là, ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de tristesse en eux. Il y avait de la peur. Oui, mais en dessous quelque chose d'autre. Pitié, mademoiselle Apprentice, dit la juge Moore, semblant impatiente. Avez-vous des preuves d'actifs cachés ou procédons-nous? Nous attendons un témoin, Votre Honneur, dit Margaret doucement. Un témoin? Derek interrompit. Ce n'est pas un procès criminel. Qui pourriez-vous bien appeler qui changerait les finances? Mon père, Eleliana murmura. Blake rit. C'était un court et vif aboiement de rire qui fit que la juge le regarda fixement. Votre père, Blake siffla, se penchant. Eleliana,
votre père est un agriculteur de maïs de l'Iowa qui ne vous a pas envoyé de carte d'anniversaire depuis une décennie. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous apporter du maïs. Ordre. La juge Moore frappa le marteau. Monsieur Mercer, maîtrisez-vous. Mes excuses, votre honneur, dit Blake, lissant sa cravate, bien qu'il souriait encore. Je suis juste sidéré. Nous faisons perdre du temps au tribunal. Mon père n'est pas agriculteur, dit Eleliana, sa voix gagnant une fraction de force en plus. Elle regarda les lourdes portes en bois à l'arrière de la salle d'audience. Et il n'est pas de l'Iowa. Nous avons un emploi du temps à respecter, dit la juge Moore, regardant l'horloge. Si ce témoin n'est pas ici dans les 60 prochaines secondes, je statuerai sur la motion de rejeter vos réclamations, Mademoiselle Apprentice. Il est là, dit Margaret, vérifiant son téléphone. Blake roula des yeux. Il se tourna vers Derek. Regardez ça. Le vieil homme va probablement entrer ici en salopette et me supplier de ne pas quitter sa fille. Ce sera pathétique. La salle d'audience tomba silencieuse. L'aiguille des secondes de l'horloge murale tic-tacka bruyamment. Tic, 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 50 secondes. Blake vérifia son téléphone. Jessica avait envoyé une photo d'un ensemble de lingerie. Il sourit. 30 secondes. Derek était déjà en train de ranger sa maillette. Juge vraiment? 10 secondes. Puis cela arriva. Les lourdes doubles portes à l'arrière de la salle d'audience ne s'ouvrirent pas juste. Elles furent poussées ouvertes avec une force qui fit gémir les charnières. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. L'air devint lourd, chargé d'une pression soudaine suffocante. 2 hommes en costume sombre entrèrent en premier. Ils n'étaient pas des huissiers. Ils étaient de la sécurité privée avec des oreillettes haut de gamme. Des yeux balayant la pièce comme des prédateurs. Ils s'écartèrent. Un homme franchit les portes. Il ne portait pas de salopette. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui coûtait plus cher que la voiture de Blake. Il s'appuyait sur une canne surmontée d'une tête de faucon en argent, mais il n'avait pas l'air d'en avoir besoin. Il avait l'air de l'utiliser pour pointer du doigt les choses qu'il voulait détruire. Ses cheveux étaient argentés et lissés en arrière. Son visage était ridé, mais ses yeux gris acier et perçants étaient terrifiants de netteté. Blake sentit son sourire fléchir. Il ne connaissait pas cet homme, mais il connaissait le type. C'était le genre d'homme qui n'attendait pas de table dans les restaurants. C'était le genre d'homme qui achetait le restaurant pour virer le serveur. L'homme marcha le long de l'allée centrale. Ses pas étaient lents, délibérés. Clac, clac, clac. Le son de la canne frappant le sol résonnait comme des coups de feu. Il s'arrêta à la balustrade derrière la table du plaignant. Il ne regarda pas la juge. Il ne regarda pas les avocats. Il regarda directement Blake. Blake sentit une sueur froide perler sur son front. « Qui est-ce » Derek murmura, sa voix perdant son ton arrogant. Eleliana se leva. Elle se tourna vers l'homme, sa lèvre trembla. « Papa » L'homme la regarda, son expression s'adoucissant pour une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau alors qu'il tourna son regard vers le banc. « Déclarez votre nom pour le dossier, » dit la juge Moore, bien qu'elle semblait inhabituellement alerte, assise plus droite sur sa chaise. L'homme posa les 2 mains sur le pommeau de sa canne. Sa voix était un grondement profond comme le tonnerre à l'horizon. « Mon nom est Arthur J. Caldwell, » dit-il, « et je suis l'actionnaire majoritaire du groupe Phoenix. » Derek Soloway laissa tomber son stylo. Il cliqueta bruyamment sur la table. Blake se figea. Le groupe Phoenix, le conglomérat massif qui possédait la société de capital risque pour laquelle Blake travaillait. La ferme qui attendait. Le cerveau de Blake s'efforça de faire le lien. Si cet homme possédait le groupe Phoenix, alors techniquement, Arthur Caldwell sourit. Ce n'était pas un gentil sourire. Et je crois, Monsieur Mercer, que vous avez essayé de voler mon argent. Le silence dans la salle d'audience fut absolu. C'était le genre de silence qui se produit quand une bombe a été larguée. Mais oui, non. Mais l'explosion n'a pas encore frappé les oreilles.
Derek Soloway, habituellement l'image de la confiance glissante, fixait Arthur Caldwell la bouche légèrement béante. Il avait l'air d'un homme qui avait apporté un couteau à une guerre nucléaire. Il se pencha vers Blake, son murmure frénétique et mouillé de salive. « Blake, Derek siffla. Savez-vous qui c'est? C'est les partenaires C et CH. Ils possèdent la moitié de la ville. S'ils possèdent le groupe Phoenix, ils ment. » Blake claqua à travers sa voix brisée. Il se leva, lissant sa veste, essayant de regagner la dominance qu'il avait tenue il y a juste 3 minutes. « Votre honneur, c'est absurde. Cet homme est un imposteur. Le père de l'Eliana est une personne. J'ai vu les déclarations de revenus. J'ai vu les « Asseyez-vous, Monsieur Mercer », dit la juge Moore. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait le poids du fer. Elle tourna son regard vers Arthur. « Monsieur Caldwell, vous avez fait une accusation sérieuse. Vous avez affirmé que Monsieur Mercer vous volait. » Arthur Caldwell ne prit pas la barre des témoins. Il n'en avait pas besoin. Il fit simplement signe à l'un des hommes en costume derrière lui. L'homme s'avança et plaça un épais classeur relié en cuir sur le banc de la juge, puis un autre sur la table de la défense devant un Derek horrifié. « Je ne suis pas un témoin du divorce, votre honneur, dit Arthur. Dit Arthur, sa voix lisse et froide. Je suis un intervenant. Ma fille Eliana a été trop fière pour demander mon aide pendant 10 ans. Elle voulait s'en sortir seule. Elle a épousé un homme qu'elle pensait l'aimer. » Les yeux d'Arthur se posèrent sur Blake, remplis d'un mépris si profond qu'il semblait physique. Au lieu de cela, elle a épousé un parasite. « Objection! » Derek piailla se levant. « C'est une attaque personnelle. »« Ce n'est pas une attaque si c'est vrai, » rétorqua Arthur calmement. « Ouvrez le classeur, Monsieur Soloway. » Page 4. Derek hésita, ses mains tremblantes. Il tourna la page. Son visage devint gris. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Blake, attrapant le classeur. Il regarda la page. C'était un relevé bancaire, son relevé bancaire, celui du compte offshore au Caïman, celui qu'il avait payé une fortune pour garder caché. « Comment avez-vous obtenu ça? » Blake murmura. Arthur se pencha en avant, appuyant son poids sur sa canne. « Vous vous considérez un génie financier, n'est-ce pas, Blake? Vous avez déplacé 3 millions de dollars d'actifs matrimoniaux dans une société écran appelée Apex Ventures le mois dernier. Vous pensiez qu'Apex était un vaisseau fantôme, un havre de paix où vous pourriez cacher votre butin jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. » Arthur sourit. C'était un sourire terrifiant de requin. « Qui pensez-vous possède Apex Ventures, Blake? » Blake sentit la pièce tourner. « Non, c'est impossible. Mon courtier a dit, « Votre courtier travaille pour moi. » Arthur dit, « Il a travaillé pour moi pendant 20 ans. Quand vous l'avez approché, demandant un endroit pour cacher de l'argent à ma fille, il m'a appelé. Je lui ai dit de vous aider. Je lui ai dit de vous donner le numéro de compte pour Apex. » Arthur marqua une pause pour l'effet, laissant la réalité s'installer. « Vous n'avez pas caché cet argent, fiston. Vous l'avez déposé directement dans ma société holding personnelle. Vous ne l'avez pas volé à Eliana. Vous me l'avez donné. » La salle d'audience éclata. Des reporters au dernier rang qui s'étaient assoupis tapaient maintenant frénétiquement sur leur téléphone. La juge Moore frappait son marteau, mais même elle semblait stupéfaite. « Ordre! Ordre! » cria la juge Moore. Elle regarda le classeur devant elle. « Monsieur Caldwell, êtes-vous en train de dire que le défendeur a sciemment transféré des actifs matrimoniaux à une société que vous contrôlez? » « Je dis qu'il a tenté de frauder ce tribunal et sa femme, » dit Arthur. « Et ce faisant, il a accidentellement rendu des fonds à la famille. Ces 3 millions de dollars sont actuellement dans un fonds fiduciaire pour Eliana. » C'est sûr, cependant. L'expression d'Arthur s'assombrit. C'est seulement l'argent qu'il a essayé de cacher pendant le divorce. Ce qui m'intéresse plus et ce qui intéressera le procureur de district. Le cœur de Blake martelait contre ses côtes. Le procureur de district et l'argent qu'il a siphonné du budget opérationnel du groupe Phoenix pendant les 3 dernières années
pour financer son style de vie. Derek Soloway déplaça physiquement sa chaise loin de Blake. C'était un mouvement subtil. Ça, c'est subtil, mais dans le monde juridique, c'était une condamnation à mort. L'avocat se distanciait du client. « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, » Blake balbutia. « Je suis un performeur de premier ordre. »« Vos chiffres sont truqués, » dit Arthur. « Vous avez gonflé des contrats de fournisseurs et pris des pots de vin. Nous le suivions depuis 6 mois. Nous attendions que vous fassiez une erreur et que vous déposiez une demande de divorce, essayant de laisser ma fille sans rien pendant que vous partiez avec votre maîtresse. C'était de l'erreur. » Arthur se tourna vers la juge. « Votre honneur, le groupe Phoenix gèle tous les actifs détenus par M. Mercer en attendant une enquête criminelle. Il n'a pas l'argent pour payer M. Soloway. Il n'a pas l'argent pour payer son loyer. En fait, ce matin, le costume qu'il porte est techniquement une preuve dans une affaire de grand vol. » Blake regarda son costume sur mesure. Soudainement, il ressemblait à un uniforme de prison. Blake Mercer avait passé toute sa vie à construire une forteresse de mensonges. Il était charmant. Il était impitoyable. Et il croyait qu'il était intouchable. Mais les narcissiques ont une laine singulière, une faiblesse singulière. Ils ne peuvent pas gérer l'humiliation. Alors que la réalité des mots d'Arthur s'installait sur la salle d'audience, Blake ne ressentit pas de remords. Il ne ressentit pas de peur. Il ressentit une rage aveuglante et brûlante. Il regarda Eleliana. Elle était toujours debout, sa main serrant le bras de son père. Elle ne regardait plus le sol. Elle le regardait. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air déçue. « Vous m'avez piégé », Blake grogna. Il ignora la main de Derek essayant de le tirer vers le bas. « Vous avez planifié cela. Vous avez joué la victime. »« Je n'ai rien planifié, Blake, » dit Eleliana doucement. Sa voix était claire, coupant la tension. « J'ai juste dit la vérité à mon père pour la première fois. »« La vérité. » Blake rit un son aigu et maniaque. « La vérité est que vous êtes ennuyeuse, Eleliana. Votre entier. Vous êtes un poids mort. Je vous ai porté. Je vous ai fait qui vous êtes. » Il pointa un doigt tremblant vers Arthur. « Et vous? Vous pensez pouvoir entrer ici et de me faire peur? Je connais la loi. Vous ne pouvez pas juste saisir mes actifs sans une audience. Je vous poursuivrai. Je poursuivrai le groupe Phoenix. Je prendrai tout. » Le visage de la juge Moore était de pierre. « Monsieur Mercer, asseyez-vous immédiatement ou je vous déclarerai en outrage. Je suis la victime ici. » Blake cria, claquant son poing sur la table. « J'ai gagné cet argent. J'ai travaillé à Hollywood semaine pendant qu'elle était assise à la maison à peindre ses petits tableaux. Elle ne mérite rien. C'est une sangsue. Monsieur Mercer. » La juge fit signe à l'huissier, mais Arthur leva une main. « Laissez-le parler, votre honneur. C'est important pour le dossier. C'est important pour Eleliana d'entendre ceci. » Blake se tourna vers Eleliana, ses yeux sauvages. « Vous pensez que cela change quelque chose? Vous pensez qu'il peut acheter votre bonheur? Vous serez toujours la même femme pathétique qui ne pouvait pas garder un mari. Vous pensez que je suis le seul. Tout le monde se moque de vous, Eleliana. Mes amis, mes collègues. Jessica, il dit le nom comme une arme. Jessica sait comment plaire à un homme. Jessica a de la classe. Elle m'atteint en ce moment. Et quand je sortirai de cela, je vais l'épouser et nous allons vivre dans ma maison. Et vous allez vivre dans la chambre d'amis de votre papa. » Eleliana fit un pas en avant. Elle lâcha le bras de son père. Elle s'approcha de la balustrade à quelques mètres de Blake. « Jessica ne vous attend pas, Blake, » Eleliana dit. Blake ricana. « Que savez-vous? »« Je sais parce qu'elle m'a appelé ce matin, » Eleliana dit. Blake se figea. « Vous mentez. Elle a vu les nouvelles, » Eleliana continua. « Ou plutôt, elle a vu l'avis de saisie collé à la porte du penthouse que vous avez acheté pour elle. » Arthur s'éclaircit la gorge. Le penthouse est détenu par une filiale du groupe Phoenix Blake Corporate Housing. Quand nous avons mis fin à votre emploi effectif à 9 heures ce matin, nous avons aussi résilié le bail.
La sécurité a escorté Mademoiselle Jessica Vance hors des lieux il y a 1 heure. Blake regarda son téléphone. Il était resté silencieux pendant 20 minutes. Il le déverrouilla avec des doigts tremblants. Il vit un SMS de Jessica. « Vous m'avez dit que vous le possédiez. Vous m'avez dit que vous étiez riche. La sécurité m'a donné 10 minutes pour faire mes valises. Ne me contactez plus jamais, espèce de perdant. Perdant. » Le mot se grava dans ses rétines. Blake leva les yeux. La salle d'audience tournait. Les murs semblaient se refermer. Il regarda Derek Holloway. « Répare ça. » Blake plaida sa voix soudainement petite comme celle d'un enfant. « Derek, répare ça. » Derek Holloway se leva. Il ramassa sa mallette. Il regarda la juge Moore. « Votre honneur, je dépose une motion pour me retirer en tant que conseil, dit Derek efficacement. Il apparaît que mon client a été moins que véridique concernant sa situation financière et étant donné que ses actifs sont gelés, je ne crois pas qu'il puisse remplir son accord d'honoraire. »« Accordé, » dit la juge Moore instantanément. « Derek, » Blake attrapa la manche de l'avocat. « Vous ne pouvez pas me laisser. Nous sommes une équipe. » Derek décolla les doigts de Blake de sa veste comme s'ils étaient couverts de boue. « Nous ne sommes pas une équipe, Blake. Je suis un avocat. Vous êtes un passif. » Et honnêtement, Derek se pensa, sa voix baissant jusqu'à un murmure que les microphones captèrent encore. « Je ne vous ai jamais aimé. » Derek sortit. Blake était seul à la table de la défense. La juge Moore ajusta ses lunettes. Elle regarda Blake avec le genre d'expression que l'on réserve à un cafard trouvé dans une salade. « Monsieur Mercer, vous êtes actuellement sans représentation. Vous faites face à des allégations de fraude, de détournement de fonds et de parjure. Souhaitez-vous dire autre chose avant que je rende ma décision sur le règlement du divorce? » Blake regarda la porte. Il regarda Arthur, qui le regardait avec une expression calme et satisfaite. Il regarda Eleliana. Eleliana ne le regardait pas avec haine. Elle le regardait avec une fermeture. Elle lui tourna le dos et retourna vers son père. Blake s'affala sur sa chaise. Le combat l'avait quitté. L'adrénaline était partie, remplacée par une terreur froide et vide. « Non, » Blake murmura. « Très bien, » dit la juge Moore. Elle ramassa son stylo. À la lumière des nouvelles preuves présentées par M. Caldwell et de l'admission d'actifs cachés par le défendeur, elle commença à lire le jugement. C'était un massacre. Elle attribua la maison à Eleliana. Elle attribua la voiture à Eleliana. Elle attribua à Eleliana 100% des actifs matrimoniaux à titre de dommages et intérêts punitifs pour la tentative de Blake de cacher des fonds. Et concernant les 3 millions de dollars sur le compte Apex, dit la juge Moore, regardant par-dessus ses lunettes, puisque le défendeur a volontairement transféré ses fonds à une tierce partie et que cette tierce partie les a offerts à la plaignante, la Cour ne voit aucune raison d'interférer. L'argent appartient à Mme Mercer. Elle frappa le marteau. L'audience est ajournée. Officier, je crois que les messieurs du bureau du procureur de district attendent dans le couloir. La tête de Blake se releva brusquement. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un père riche qui entrait. C'étaient 2 policiers tenant une paire de menottes. Le son des menottes se refermant est un bruit mécanique distinct. C'est le son de la liberté qui se termine. Pour Blake Mercer, c'était le son le plus fort qu'il ait jamais entendu. Blake Mercer, l'aîné des 2 officiers, dit sa voix ennuyée et exercée. « Vous êtes en état d'arrestation pour grand larcin, fraude télégraphique et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. » Blake ne resta pas silencieux. « Enlevez vos mains de moi. » Il hurla, tordant son torse. Les tissus se mesure de sa veste tira contre les menottes en métal. « Savez-vous qui je suis? Je suis un vice-président au groupe Phoenix. C'est un malentendu. Je veux mon avocat. » « Votre avocat vient de partir, mon pote, » dit l'officier, poussant Blake doucement mais fermement vers l'allée. « Attention à votre tête. » La marche de la table de la défense aux portes de la salle d'audience n'était que d'environ 30 pieds, mais pour Blake,
Elle semblait 1 mile à travers des charbons ardents. Il regarda désespérément la galerie. Les reporters ne tapaient plus. Ils filmaient. Leur téléphone était levé comme un peloton d'exécution, capturant chaque seconde de son humiliation. Il savait que dans les minutes qui suivaient, ces images seraient en vogue. Cette crise de Mercer. Il chercha un visage amical, n'importe quel visage. Mais la pièce était une mer de jugement. Même l'huissier le regarda avec dédain. Alors qu'il passait devant la table de la plaignante, Blake ralentit. Il regarda Arthur Caldwell. L'homme plus âgé s'appuyait sur sa canne, regardant le spectacle, avec le regard impassible d'un juge qui avait déjà signé l'ordre d'exécution. Arthur. Blake haleta, la sueur lui piquant les yeux. « S'il vous plaît, c'était juste des affaires. Nous pouvons arranger ça. Je peux te rembourser. J'ai des contacts. Je peux doubler votre investissement en 1 an. Dites-leur juste d'arrêter. » Arthur ne s'y pas. Il tendit la main dans sa poche et sortit un mouchoir blanc immaculé. Il tamponna le coin de sa bouche, puis tourna le dos à Blake pour parler à sa fille. « Eliana !» Blake cria, sa voix se brisant. « Eliana, dites-lui que je suis votre mari. Vous ne pouvez pas les laisser m'emmener en prison. Je mourrai là-dedans. » Et Liliana ne se retourna pas. Elle regardait son père, un petit sourire triste sur son visage, alors qu'Arthur glissait une mèche de cheveux égarés derrière son oreille. Elle était déjà partie. Elle était déjà à des kilomètres de lui, en sécurité dans un monde qu'il ne pouvait plus toucher. « Allons-y, Mercer !» L'officier grogna, le tirant en avant. Ils le traînèrent à travers les lourdes portes en bois. Le couloir était pire. Il était bordé de gens, avocats, greffiers, gens attendants pour le tribunal de la circulation. Ils s'arrêtèrent tous pour regarder l'homme en costume cher être traîné par la police. « C'est Blake Mercer ?» Quelqu'un murmura. « Le gars de la liste des 40 under 400. Ouais, on dirait qu'il va être sur la liste des plus recherchés maintenant. » Rire cruel, aiguisé. Cela le suivit dans le couloir, dans l'ascenseur et jusqu'aux cellules de détention au sous-sol. La cellule était froide. Elle sentait l'eau de Javel et les corps non lavés. Il prirent sa cravate. Il prirent sa ceinture. Il prirent ses lacets. Quand il prirent son téléphone, il sentit une vibration fantôme. Était-ce Jessica? S'excusait-elle? Venait-elle le libérer sous caution? Il s'assit sur le banc de métal, son costume froissé, ses chaussures chères battant lâchement sur ses pieds. Il fixa le mur de béton. Des heures passèrent. Finalement, un avocat commis d'office se présenta. C'était un jeune homme avec une cravate tachée et des yeux fatigués. Il ne ressemblait pas à Derek Soloway. Il avait l'air d'un homme qui se noyait dans les affaires. « Monsieur Mercer ?» demanda l'avocat, ne prenant pas la peine de s'asseoir. « Je suis désigné pour vous représenter pour la comparution. La caution est fixée à 5 millions de dollars. » 5 millions, Blake s'étouffa. « Mais mes comptes sont gelés. Je ne peux pas accéder à ce genre de liquidité. »« Alors vous resterez en détention jusqu'au procès, » dit l'avocat, fermant son dossier. « Aussi, je devrais vous prévenir, le procureur ne s'intéresse pas seulement au détournement de fonds. Il s'intéresse à l'évasion fiscale. Et puisque votre ex-femme vient de remettre tous vos dossiers financiers cachés au tribunal, ils ont une feuille de route de chaque transaction illégale que vous avez faite au cours des 7 dernières années. Ça ne s'annonce pas bien. « Puis-je faire un appel? » demanda Blake, sa voix tremblante. « Je dois appeler Jessica Vance. Elle a de l'argent. Elle aidera. » L'avocat soupira et lui tendit un téléphone. « Faites vite. » Blake composa le numéro qu'il connaissait par cœur. Il sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le numéro que vous avez composé a été déconnecté ou n'est plus en service. Blake baissa le téléphone lentement. Déconnecté. Elle ne l'avait pas juste bloqué. Elle l'avait effacé. Elle avait coupé la ligne et fui, prenant tous les bijoux et cadeaux qu'il lui avait donnés, le laissant pourrir. Il se rassit sur le banc froid. Le silence de la cellule était lourd, suffocant.
Pour la première fois de sa vie, Blake Mercer était vraiment seul. Il ferma les yeux et l'image de l'Eliana dans la salle d'audience apparut dans son esprit. Sa dignité tranquille, sa force. Il avait passé 10 ans à essayer de la faire se sentir petite pour qu'il puisse se sentir grand. Et à la fin, elle était devenue une géante et il s'était réduit à rien. Il mit sa tête dans ses mains et pleura, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait perdu et pour la réalisation terrifiante que le cauchemar ne faisait que commencer. L'air à l'extérieur du palais de justice avait un goût plus doux que le champagne le plus cher que Blake avait jamais acheté. Il avait le goût de la pluie et de l'asphalte, et surtout, de la liberté. Eliana se tenait sur les marches, prenant une profonde inspiration. Ses poumons, qui s'étaient sentis comprimés pendant une décennie, se dilatèrent enfin pleinement. La berline grise était garée au bord du trottoir, mais derrière elle se trouvait une limousine noire élégante. Arthur Caldwell se tenait à côté d'elle, sa canne tapotant rythmiquement sur le béton. Il n'avait pas l'air du titan de l'industrie en ce moment. Il ressemblait juste à un papa. « Je suis désolé, Ellie, dit-il doucement. C'était le surnom qu'il n'avait pas utilisé depuis qu'elle avait 12 ans. Eliana le regarda. « Pourquoi, pour être resté loin, dit Arthur, sa voix rauque d'émotion. Je pensais que vous aviez besoin d'apprendre par vous-même. Je pensais que si j'interférais, vous m'en voudriez. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Je ne savais pas qu'il vous étouffait. Je ne vous l'ai pas dit, Eliana dit, prenant sa main. J'étais trop fier. Je voulais prouver que je pouvais avoir un mariage parfait sans votre argent. Je voulais être différente de maman. Arthur grimaça légèrement à la mention de sa mère, une mondaine qui avait aimé le style de vie plus que l'homme. Vous êtes différente, Eliana. Vous avez un cœur. C'est pourquoi vous êtes restée. Vous continuiez à espérer qu'il changerait. Vous avez trop d'espoir. Je pense que je n'ai plus d'espoir pour Blake, dit-elle, regardant les portes du palais de justice. Mais j'en ai beaucoup pour moi-même. Alors Arthur dit, désignant la limousine. Où? Chez moi, le Ritz Paris, Eliana sourit. Maison. Papa, je veux rentrer à la maison, à cette maison. Arthur fronça les sourcils. Celle où il vivait. C'est ma maison maintenant, Eliana dit fermement. Et j'ai des travaux de redécoration à faire. Ils conduisirent vers le vaste domaine de banlieue en silence, mais c'était un silence confortable. Quand ils arrivèrent, Eliana vit la voiture de sport de Blake dans l'allée. Elle avait l'air voyante et déplacée maintenant, une relique d'un régime qui était tombé. Elle déverrouilla la porte d'entrée. La maison était silencieuse. Elle semblait habituellement vide et froide. Un musée de Lego de Blake, mais en entrant, elle sentit un changement. Les ombres ne semblaient pas aussi longues. « J'aurai une équipe ici dans 1 heure, dit Arthur, regardant le foyer d'un œil critique. Nous pouvons emballer ces affaires, les envoyer au stockage ou à la décharge. La décharge. Eliana dit définitivement la décharge. Elle entra dans le salon. Sur le mur était accrochée une massive peinture abstraite que Blake avait achetée pour 50 000 $ juste pour impressionner un client. Il la détestait. Il se moquait d'elle quand il était ivre. Eliana s'approcha d'elle. Elle attrapa le cadre des 2 mains. C'était lourd, mais elle sentit une poussée d'adrénaline. Elle la souleva du crochet et la laissa tomber. Crash! Le son du cadre qui se brisait et de la toile qui se déchirait était électrique. Arthur gloussa depuis l'embrasure de la porte. « C'est un début. » Et Eliana se tourna vers lui. « Tu sais, il m'a toujours dit que mon art était une perte de temps. Il a dit que l'aquarelle était pour les enfants. C'était un idiot. » Arthur dit, « J'ai toujours le paysage que vous avez peint pour mon 50e anniversaire accroché dans mon bureau. C'est la seule chose dans cette pièce qui me fait sourire. » Eliana sentit des larmes lui piquer les yeux. « Vraiment? Vraiment? » dit Arthur. « Et j'ai une proposition pour vous. » Eliana essuya ses yeux. « Je n'ai pas besoin d'aide, papa. Ce n'est pas une aide. C'est un travail. » Arthur s'approcha du tablier brisé et le poussa avec sa canne. « Le groupe Phoenix parraine une initiative artistique massive. Nous finançons des galeries,
des bourses d'études, des projets de restauration. Mais cela a été mal géré. Le directeur n'avait pas l'œil pour le talent. Il achetait juste des symboles de statut. Arthur la regarda. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît l'art, quelqu'un qui en connaît l'âme, pas juste le prix. J'ai besoin d'un directeur des affaires culturelles. Le conseil d'administration vous élira demain si je dis le mot, mais vous devez le mériter. C'est un vrai travail. Liliana regarda ses mains, les mains que Blake avait appelées inutiles, les mains qui avaient cuisiné ses repas, nettoyé sa maison et essuyé ses propres larmes pendant 10 ans. « Je peux le faire, dit-elle. Sa voix était forte. « Je sais que vous pouvez, dit Arthur. Mais d'abord, il montra les escaliers. « Montez. Faites une valise. Vous ne restez pas ici ce soir. Ce soir, nous célébrons. Une vraie célébration. Pas ce faux champagne que Blake buvait. » Liliana courut à l'étage. Elle entra dans la chambre principale. Elle sentait son eau de Cologne âcre et envahissante. Elle entra dans le placard. Ses costumes étaient alignés comme des soldats. Ses chaussures étaient cirées. C'était un sanctuaire à un homme qui n'existait pas. Elle attrapa une valise. Elle n'emballa aucun des vêtements qu'il lui avait achetés, les robes moulantes, les talons inconfortables. Elle emballa ses jeans, ses vieux t-shirts tachés de peinture, ses baskets confortables. Alors qu'elle atteignait sa boîte à bijoux, elle vit quelque chose rangé au fond du tiroir, une petite pochette en velours. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants. Il était éblouissant, lourd. Il y avait une note attachée pour Jessica. « Joyeux anniversaire ». Liliana le fixa. Un cadeau d'anniversaire pour sa maîtresse caché dans le tiroir de la femme dont il divorçait. Il y a 1 mois, cela l'aurait brisé. Cela l'aurait plongé dans une dépression pendant des semaines. Maintenant, Liliana rit. C'était un rire véritable et profond. Elle prit le collier et la note. Elle descendit. « Papa, oui, chérie. Avons-nous une cheminée? » « Nous en avons une, dit Arthur, lorgnant le collier. Liliana se dirigea vers la cheminée du salon. Elle alluma le gaz. Les flammes s'animèrent. Elle jeta la note en premier. Elle se recroquevilla et noircit instantanément. Puis elle tint le collier au-dessus des flammes. « Attendez, dit Arthur. C'est un collier de 20 000 $, Liliana. Même moi, je ne brûle pas d'argent. » Liliana marqua une pause. Elle regarda les diamants scintillant dans la lumière du feu. « Vous avez raison, dit-elle. » Elle le retira. Le brûler lui donne trop de pouvoir. Ça le rend dramatique. Elle laissa tomber le collier dans son sac à main. « Je le mettrai en gage, dit-elle avec un sourire, et je donnerai l'argent à un refuge pour femmes, spécifiquement un refuge pour victimes d'abus financiers. » Arthur rayonna. « C'est ma fille. » Ils sortirent de la maison ensemble. Et Liliana verrouilla la porte. Elle ne regarda pas en arrière. Elle monta dans la limousine et alors que la voiture démarrait, elle regarda la maison disparaître dans le rétroviseur. C'était juste un bâtiment maintenant. La prison était partie. « Alors, dit Liliana, s'installant dans le siège en cuir, parlez-moi de ce poste de directrice artistique. J'ai quelques idées pour une bourse pour mères célibataires. » Arthur sourit, ouvrant un dossier sur le siège entre eux. « J'espérais que vous diriez cela. Mettons-nous au travail. » Le soleil se couchait sur la ville, projetant de longues ombres sur l'horizon. Quelque part dans une cellule sombre, Blake Mercer fixait un mur de béton. Mais à l'arrière d'une limousine filant vers un nouvel avenir, Liliana Mercer commençait juste à voir la lumière. Le temps est un architecte cruel. Il démantèle l'arrogance brique par brique. 12 mois s'étaient écoulés depuis que le marteau était tombé dans la salle d'audience de la juge Moore. Mais pour Blake Mercer, la distance ne pouvait être mesurée en jours ou en semaines. Elle était mesurée dans le gouffre entre l'homme qu'il était et le fantôme qu'il était devenu. Le couloir de service de l'hôtel Grand Méridien sentait le café éventé, le nettoyant industriel et la sueur nerveuse des travailleurs au salaire minimum. Blake se tenait près des portes battantes en métal, ajustant son nœud papillon.
Ce n'étaient pas les cravates en soie Chavet qu'il collectionnait. C'était un nœud papillon en polyester à clip bon marché qui frottait son cou, un rappel constant et irritant de sa nouvelle place dans la vie. La prison avait été un cauchemar de bruit et de confinement, une descente de 6 mois dans un enfer où sa valeur nette ne signifiait rien. Mais d'une certaine manière, sa libération avait été pire. L'accord de plaidoyer, 18 mois suspendu après 6 pour bonne conduite et surpeuplement, vint avec un compte de probation de 5 ans qui ressemblait à une laisse autour de sa gorge. L'ordre de restitution était la vraie peine à perpétuité. Près de 4 millions de dollars dus au groupe Phoenix et à l'IRS. Il était interdit de l'industrie financière. Sa licence de trading fut révoquée. Sa réputation était radioactive. Le seul emploi que son agent de libération conditionnelle put lui obtenir était auprès d'une entreprise de traiteurs événementiels à grand volume. L'un des rares endroits qui ne faisait pas de vérification approfondie des antécédents du personnel de cuisine. « Mercer, réveille-toi !» Le cri vint du gérant de salle, un jeune de 20 ans, avec un complexe de Napoléon et un presse-papier. « La table 4 est sèche. Prenez les pichets d'eau maintenant. »« J'y vais, » marmonna Blake, gardant ses yeux sur les bouts éraflés de ses chaussures antidérapantes obligatoires. Il souleva le lourd plateau en argent, la condensation des pichets glaçant ses mains. Il prit une profonde inspiration, se préparant. Il devait passer par les doubles portes. Il devait franchir le seuil de la crasse de la cuisine vers le monde éblouissant qu'il avait l'habitude de régner. Il poussa les portes ouvertes. La salle de bal le frappa comme un coup physique. L'air était parfumé de lichère et de la subtile odeur métallique de l'argent. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une lueur dorée sur 500 des élites de la ville. Un orchestre en direct jouait une valse douce et montante. Blake garda la tête basse, sa barbe gémissant pour cacher son visage qui le démangeait dans la chaleur. Il se déplaçait comme une ombre se faufilant entre les tables, remplissant les verres, terrifié que quelqu'un lève les yeux et voit l'ancien vice-président d'Apex Ventures verser leur eau du robinet. « Mesdames et messieurs », la voix de l'annonceur résonna à travers les haut-parleurs haute fidélité, faisant taire le murmure de la foule. « Veuillez prendre place. La soirée ne fait que commencer. » Blake se figea près d'un pilier. Il savait qu'il devrait se retirer dans l'ombre de la cuisine, mais quelque chose le cloua sur place. « Ce soir, nous célébrons d'une renaissance. » L'annonceur continua. « Veuillez accueillir la femme qui a rendu cette soirée possible. La visionnaire derrière la nouvelle initiative culturelle Phoenix, Madame Eleliana Caldwell. » Les applaudissements furent tonitruants. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était un rugissement d'admiration véritable. Des projecteurs balayèrent la pièce assombrie, convergeant sur la scène, et là elle était, Eleliana. Blake sentit l'air quitter ses poumons. Il se souvenait d'elle en cardigan gris et chaussures pratiques se fondant dans l'arrière-plan. La femme sur scène était une étrangère. Elle portait une robe de velours bleu nuit profond qui captait la lumière à chaque mouvement. Ses cheveux autrefois tirés en arrière cascadaient en douces vagues. Elle se tenait au podium, non pas avec arrogance, mais avec un pouvoir magnétique ancré. Elle n'avait pas l'air d'une victime. Elle avait l'air d'une reine qui avait bâti son trône à partir des cendres d'une guerre. « Merci, » dit Eleliana. Sa voix était chaude, amplifiée à travers la pièce, claire et inébranlable. « Ce soir n'est pas juste à propos de l'art, c'est à propos de la résilience. C'est à propos de prendre les morceaux brisés de notre passé, les choses que nous pensions ruiner, et d'en faire quelque chose de beau. Nous pensons souvent que nos cicatrices nous définissent, mais j'ai appris qu'elles ne sont que les lignes de départ pour ce que nous sommes censés devenir. » Blake ressentit une douleur physique dans sa poitrine, un mélange de regret et de jalousie si puissant qu'il faillit le mettre à genoux. Elle parlait d'elle-même, elle parlait de lui, mais pendant qu'il se noyait dans l'épave, elle avait appris à nager. Il se tourna brusquement, désespéré de fuir.
Il ne pouvait pas regarder ça. Il ne pouvait pas être témoin de sa victoire pendant qu'il portait un uniforme de serviteur. Mais dans sa hâte, il ne vérifia pas son angle mort. Il entra en collision avec un invité sortant d'une table. L'eau déborda du bord du pichet, éclaboussant la manche de l'invité. « Attention, idiot! » L'homme claqua, brossant sa veste de smoking. « Je suis désolé, monsieur. » Blake balbutia, attrapant une serviette de son plateau. L'invité leva les yeux. L'irritation sur son visage disparut, remplacée par un regard de reconnaissance stupéfaite. C'était Derek Soloway. L'ancien avocat de Blake semblait plus vieux, sa ligne de cheveux reculante, mais il portait toujours la même expression suffisante qui avait coûté tout à Blake. Derek plissa les yeux, inclinant la tête. Blake. Derek gloussa, le son de l'incrédulité mélangé à un plaisir cruel. Mon Dieu, c'est vous? Des têtes à la table voisine se tournèrent. Quelques murmures ondulèrent dans l'air. C'est lui, le détourneur de fonds. Excusez-moi? Blake murmura, son visage brûlant. Il essaya de passer, mais Derek s'interposa sur son chemin. Non, non, ne vous précipitez pas, dit Derek, sa voix assez forte pour attirer l'attention. Il attrapa le bras de Blake, sa prise condescendante. J'ai entendu dire que vous étiez sorti, servant de l'eau maintenant. Eh bien, je suppose que c'est approprié. Vous avez toujours été bon en liquidation. Lâchez-moi, Derek. Blake siffla, tremblant d'humiliation. Vous savez, Derek se penche après, son souffle sentant le scotch vieilli et la malice. Je devrais vous remercier. Après que votre affaire ait implosé, j'ai eu beaucoup de presse. Arthur Caldwell a été si impressionné par la rapidité avec laquelle je me suis retourné contre vous qu'il a engagé mon cabinet pour son travail de conformité d'entreprise. Je travaille pour elle maintenant. Il désigna Eleliana sur scène. L'ironie était suffocante. Tout le monde était passé à autre chose. Tout le monde avait profité de sa chute. Il était la carcasse dont les vautours s'étaient nourris pour devenir plus forts. Y a-t-il un problème ici? La voix vint de derrière eux. Elle était profonde, grondante et instantanément impérieuse. Derek lâcha immédiatement le bras de Blake et redressa sa posture. « Monsieur Caldwell, aucun problème du tout. Juste rattraper un vieil ami. » Arthur Caldwell se tenait là, appuyé sur sa canne à tête d'argent. Il regarda Derek, son expression illisible. Puis il tourna son regard vers le serveur. Blake se prépara. Il attendit les insultes. Il attendit qu'Arthur appelle la sécurité, fasse une scène, pointe un doigt et rit. Il le méritait. Il savait qu'il le méritait, mais Arthur le regarda juste. Il n'y avait pas de colère dans les yeux du vieil homme. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait qu'une indifférence profonde et écrasante. Arthur regarda Blake de la manière dont on regarde une tache sur une vitre, quelque chose de légèrement ennuyeux mais finalement insignifiant. « Le service ici est habituellement meilleur, » dit Arthur à Derek, tournant complètement le dos à Blake. « Venez, Derek, Eleliana est sur le point de porter le toast. Vous ne voulez pas le manquer. » Arthur s'éloigna. Il n'attendit même pas de voir si Blake écoutait. Blake se tenait là, tremblant à la suite de leur départ. Être haï aurait été supportable. La haine implique que vous comptez toujours. Mais être insignifiant, être invisible, c'était une condamnation à mort pour un homme qui avait vécu pour les applaudissements. La panique lui griffa la gorge. Il ne pouvait pas respirer. Les murs de la salle de bal semblaient se refermer les cristaux des lustres, s'aiguisant en poignarde. Il jeta le plateau en argent sur une table de service avec un cliquetis que personne ne remarqua par-dessus les applaudissements. Il arracha le tablier. Il se précipita vers la sortie, poussant les lourdes portes de service, passant devant le personnel de cuisine effrayé, et sortit sur le quai de chargement. Il fit irruption dans l'allée, haletant pour de l'air. Il pleuvait. Une bruine froide et régulière qui trempa sa chemise bon marché instantanément. Il s'appuya contre le mur de briques, glissant jusqu'à ce qu'il soit accroupi sur le trottoir mouillé, la tête dans ses mains. Allez quelque part. La voix était douce, mais elle coupa le son de la pluie.
Blake se retourna, se levant en hâte. Eliana se tenait près de la porte de la scène, abritée par l'auvent. Elle devait être sortie pour un moment de calme après son discours. Elle tenait un verre de champagne, les bulles captant la faible lumière du lampadaire. Elle le regarda. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle n'avait pas l'air effrayée. Eliana, Blake s'étouffa, essuyant l'eau de pluie de ses yeux. Je ne savais pas que vous parliez. Je suis parti. Vous avez l'air fatigué, Blake, dit-elle. Sa voix n'était pas en colère, c'était juste factuel, une observation d'une étrangère. Je travaille, il cracha, essayant de sauver un lambeau de dignité, bien qu'il sût que c'était futile. Travail honnête, quelque chose que vous ne connaîtriez pas. Eliana prit une lente gorgée de sa boisson. Je sais beaucoup de choses sur le travail. J'ai passé 10 ans à travailler pour rendre un narcissique heureux. J'ai passé 10 ans à marcher sur des œufs, à masquer des bleus et à faire semblant que tout allait bien. Ce fut le travail le plus dur de ma vie. Elle tendit la main dans son sac à perles. Blake tressaillit instinctivement, s'attendant à une arme ou peut-être à son téléphone pour appeler la police. Au lieu de cela, elle sortit une petite carte de visite blanche, et elle ne la lui tendit pas. Elle la lui lança. Elle vola à travers l'air humide et atterrit sur le trottoir mouillé entre eux. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, fixant le rectangle blanc. « Mon département lance un programme pour ex-détenus, dit-elle, son ton professionnel détaché. Réhabilitation par les arts, conception de décors, menuiserie, levage de charges lourdes. Ça paye mieux que le traiteur, et ça a des avantages sociaux. » Blake la fixa, sa bouche légèrement béante. « Vous voulez me donner un travail? » « Je ne veux vous donner rien, dit Eliana froidement. Mais je crois aux deuxièmes chances, même pour les gens qui ne les méritent pas. Elle se tourna pour retourner à l'intérieur sa robe bleue, bruissant doucement. « Pourquoi? » Blake cria, sa voix se brisant avec un mélange de confusion et de honte. « Après tout ce que je vous ai fait, j'ai essayé de vous détruire. J'ai essayé de vous laisser sans rien. Pourquoi m'aideriez-vous? » Eliana marqua une pause à la lourde porte métallique. Elle regarda par-dessus son épaule, la lumière chaude et dorée de la salle de bal, encadrant sa silhouette contre l'allée sombre et pluvieuse. « Parce que Blake, dit-elle doucement, la meilleure vengeance n'est pas de vous détruire. C'est de vous montrer que je n'ai pas besoin de vous détruire pour être heureuse. Vous n'êtes plus mon ennemi. Vous n'êtes plus mon mari. Vous êtes juste un souvenir. Et je suis finalement prête à oublier à vous. » La lourde porte métallique se referma avec un déclic. Blake fut laissé seul dans l'allée. La pluie tomba plus fort maintenant, lavant la crasse de la ville, lavant la façade à laquelle il s'était accroché si longtemps. Il regarda la carte sur le sol mouillé. C'était une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage humiliante et miséricordieuse lancée par la femme qu'il avait sous-estimée, la femme qu'il avait brisée, qui s'était en quelque sorte reconstruite plus forte qu'avant. Il resta là longtemps. Puis, lentement, douloureusement, Blake Mercer se pencha. Ses genoux touchèrent l'asphalte mouillé. Il tendit la main et ramassa la carte. Il n'était plus un gagnant. Il n'était pas un roi. Oh, mais pour la première fois de sa vie, alors qu'il tenait la carte dans ses mains sales, il comprit finalement ce que cela signifiait d'être un homme. Et c'est ainsi que le puissant Blake Mercer tomba, non par une balle, un poing, ou une prise de contrôle hostile, mais par la force tranquille et inébranlable de la femme qu'il avait sous-estimée. Il pensait qu'il jouait à un jeu d'échecs, capturant des pions et thésaurisant de l'or. Il ne réalisa jamais que pendant qu'il jouait à des jeux, Eliana construisait une vie. À la fin, la salle d'audience n'était pas un champ de bataille pour l'argent. C'était une arène pour la vérité. Blake perdit sa fortune, sa réputation et sa liberté. Mais il gagna la seule chose qu'il avait évitée toute sa vie, une vérification de la réalité. Et Eliana, d'un autre côté, prouva que le vrai pouvoir ne vient pas d'un compte bancaire ou d'un titre. Il vient du courage de s'éloigner de ce qui vous blesse et de la grâce de reconstruire à partir des cendres. Elle n'a pas juste gagné le divorce.
Elle a regagné son âme. Wow, quelle fin! Cette scène finale dans l'allée m'a donné des frissons absolus. Cela montre juste que vous ne devriez jamais célébrer tant que l'encre n'est pas sèche. Et vous ne devriez jamais sous-estimer la force tranquille de quelqu'un. Et Leliana n'avait pas besoin de crier ou de se battre pour gagner. Elle avait juste besoin de réussir. Si vous avez aimé ces montagnes russes de justice, de karma et de rédemption ultime, faites-moi une énorme faveur. Écrasez ce bouton j'aime tout de suite. Cela aide vraiment la chaîne à grandir pour que je puisse vous apporter plus d'histoires folles comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin d'un rappel que la vérité gagne toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer la prochaine partie de notre série de drames de la vie réelle. Qu'en pensez-vous? Blake méritait-il cette offre d'emploi à la fin? Ou Eleliana était-elle trop gentille? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.